il a massacré un jeune dans la rue. Il a passé son temps en prison. Et vous le voyez sortir de prison, il n'a pas lu de livre. Mais qu'est-ce qu'il a lu de lui-même? Vous l'écoutez, puis il vous dit des choses sur ce qu'il sent. Et il sent les choses. Il sent le mouvement d'un œil qui n'est pas net. Quand vous pouvez ne pas le voir, parce que lui, il a cette intuition-là. Chacun a des qualités comme ça. Ça fait partie de la connaissance. Vous voyez, ça fait partie des connaissances qu'on acquiert. Donc ça, c'est un vrai travail. La connaissance des livres, tout ça. Et puis ensuite, on doit se dire, ma présence dans cette société, elle ne vaut que parce que je donne. Ma contribution. Qu'est-ce que je donne? Tu vaux parce que tu donnes. Et donc là, il faut vous poser la question de ce que vous donnez. Il y en a parmi vous qui sont devenus des petits bourgeois. Des planqués. Ils ne veulent pas de problème. Et ils veulent leur salaire. Et ils veulent du boulot. Des planqués. Tu parles de la Palestine, chut, controversé. Tu parles d'injustice dans les banlieues, chut. Le mieux, vous savez, nous aujourd'hui on est en train de vivre quelque chose de phénoménal dans toute l'Europe. On est en France en train de vous dire, il ne faut pas que le hijab, le khimar, c'est-à-dire le voile, et vous en riez tout à l'heure, il soit visible. On a lancé une controverse autour de la burqa et du niqab. Dans mon pays, la Suisse, pas de minaret. Dans le débat public, quand vous êtes un intellectuel visible, il faut que vous disparaissiez. Mais ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vous envoyer comme message? Le musulman français qui est vraiment français, c'est le musulman invisible. On ne veut pas te voir. Et si on ne voit pas comme musulman, vous êtes mal barré, vous, parce qu'on vous reconnaîtra comme arabe ou comme turc. L'ancien racisme est là, et il est de ce point de vue-là tenace. Alors on a deux solutions. On le sait ça. On sait que ça existe, le racisme anti-arabe, et que certains, ils ne font même pas la différence, anti-noir, anti-gypsy, c'est-à-dire les romanichels, et anti-musulmans. Ça existe, bien sûr que ça existe. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sait que ça existe. On s'assoit, puis on joue les victimes. Être victime du racisme est un fait. Développer une mentalité de victime est une faute. Vous me suivez? Il y a des faits, il y a des victimes, mais après on ne développe pas une mentalité de victime. On se réveille, et on se réveille en se disant maintenant quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je peux apporter à cette situation? Enfin, la première des choses, combattre tous les racismes, c'est ce que vous pouvez apporter de mieux à cette société-là. Que cette société ne refasse pas les erreurs qu'elle a faites dans les années 30 et 40. Faites attention, il y a des choses qui reviennent à propos des musulmans, comme le disait Edouard Saïd. Edouard Saïd, qui est un chrétien arabe, il dit « Je lis dans des textes d'aujourd'hui des choses qui étaient dites dans les années 30 et dans les années 40 sur les juifs, la même chose. » L'histoire, vous pensez que les gens viennent vers moi et disent « Ah, ils te prennent sur l'histoire du double langage. » Vous croyez que c'est nouveau? Mais dans les années 30, dans les années 40, quand tu étais un juif visible, le double langage, c'était partout. Il dit une chose, il pense autre chose. Il ne fallait pas leur faire confiance. Ensuite, qu'est-ce qu'on disait? Double loyauté. Ils sont ici, mais ils sont là-bas. Ils sont en relation avec d'autres personnes. Ils ne sont pas vraiment des nôtres. Puis ensuite, une internationale. Ils sont connectés, le pouvoir financier, ils ont de l'argent. Et on faisait des caricatures. Pour regarder les caricatures, pour regarder les propos, c'est un retour d'un certain type de racisme. Alors, il y a des victimes de ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on dit, c'est quand même triste, ils ne nous aiment pas. Ou à partir d'un certain moment, on se dit, pas simplement sur ce fait-là, on se dit, ma pensée, ma présence en quête de sens, c'est qu'est-ce que j'apporte à la société là où je suis? Qu'est-ce que j'apporte à cette société-là? Quelle est la valeur ajoutée de ma présence? Raison pour laquelle, quand il nous a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Vous êtes la communauté de ce juste milieu qui va apporter pourquoi? Pourquoi vous êtes de là? Parce que ce qui est, c'est que vous êtes des témoins d'une valeur ajoutée à la société. Vous ne imposez rien, mais vous proposez tout. Vous rappelez le sens. Et pour le rappeler, il faut le faire pour soi-même, puis ensuite il faut le faire dans sa société. Alors où, d'abord? Dans tous les domaines qui vont concerner la quête de sens, l'essence des choses, la valeur des choses. Mais aussi dans, vous savez, quand l'engagement des jeunes, moi j'ai envie que les jeunes et les moins jeunes, ils se posent des questions sur la façon dont ils ont de se vêtir, sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils boivent, sur ce qu'ils fument.
Mais qu'est-ce que vous êtes comme rapport à la société si vous fumez comme ils fument, vous mangez comme ils mangent? C'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'inconscience, vous faites la même chose et vous avez envie qu'on vous voit différemment. Ben non, tu fais la même chose, tu penses pareil. Ou tu t'instruis de la même façon. À partir d'un certain moment, la valeur ajoutée, c'est de questionner ça, la question du sens. Qu'est-ce que je mange? Comment je mange? Comment je mange? C'est-à-dire, quand moi on vient me dire, est-ce qu'il y a des fast-food halal? Je dis, mais moi le problème, c'est pas un fast-food halal. C'est que fast-food halal, pour moi, au sens profond de l'enseignement islamique, fast-food et halal, c'est un oxymore, ça ne va pas ensemble. Parce que quand tu es avec le divin, tu ne manges pas vite. Tu n'es pas dans le... Oui, c'est pas, comme disait Benjamin Barber, qui est un sociologue américain, il dit en fait, les McDonald's et les trucs du fast-food, c'est exactement comme une station d'essence. Tu arrives avec ta voiture, on te remplit, tu repars. On te donne juste ce qu'il faut pour que tu sois fonctionnel. Tu es un fonctionnel de la nourriture. Mais c'est halal, tu dis bismillah avant d'entrer dans la station. Mais ça, non. À un moment donné, qu'est-ce qu'on mange? Vous savez, cette culture que vous avez pendant le mois du... Ne l'oubliez jamais, cette culture que vous avez avec le mois du Ramadan. La date, l'eau, la famille, on s'assied, on se pose, on mange ensemble. Pas comme certains font, eux, ils ne mangent pas. Ils ingurgitent. Mais toute la philosophie de ce moment-là est très importante. Voilà ce qu'on peut apporter aussi. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour apporter ça? Mais quand vous êtes venus avec une richesse de vos parents, il y a une chose, vos parents, beaucoup de vos parents n'avaient pas de grande connaissance de l'islam, mais ils avaient des valeurs. Ils avaient des valeurs. Vous savez, quand vous avez un père ou une mère qui vous regarde et dit, nous on avait ça en Égypte, dit haram alik. Haram alik. Ça en Égypte, ça se fait pas, ça. Il y a des choses qui se font pas. T'arrives pas devant tes parents, tu mets une jambe sur l'autre, tu lui montes la semelle. Tu dis, moi, oh, assieds-toi convenablement. Voyez ça? Vous ne croyez pas que vous auriez quelque chose à vous réconcilier avec ça? De l'attitude, de la générosité. Au lieu de penser que votre voisin n'aime pas les Arabes, mais même s'il n'aime pas les Arabes, vous allez questionner, offrir, donner des choses. Tu me regardes avec les yeux de la haine, je vais t'offrir le cadeau de l'amour. Tiens, c'est des halawiyat de chez nous.